en parler. Mais là, bon, il y a eu selon moi, qui est une énorme nouvelle dans le monde du hockey Ouais. sportif professionnel, all around, là. C'est juste une nouvelle ligue de hockey professionnel féminin, puis on est vraiment chanceux d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, parce que la plupart du monde, en ce moment, on dirait qu'il essaie de lancer des informations à droite à gauche sans vraiment avoir mis du temps sur les regarder. Fait que je vais juste l'introduire tout de suite. Donc, Théo Lambert, Claude, tu peux le faire rentrer. Salut Salut Théo. Théo! Salut les gars. Ça va bien? Ça va bien, et toi? Ça va bien, ça va bien. Tu pourrais-tu, juste un peu, parce que nous, on le sait, là, mais tu sais, expliquer pourquoi tu t'y connais, qu'est-ce que tu fais en ce moment, qu'est-ce qui fait que le Un hockey petit féminin, résumé. ouais. Ouais, dans le fond, quand je suis rentré à l'université il y a 2 ans, à l'US Montréal, j'aimais beaucoup le hockey, évidemment, puis je me suis juste ramassé à commencer à faire du recrutement puis du travail de statistique avancé avec l'équipe de hockey féminin des Carabins. Donc, je fais ça depuis 2 ans. Euh, Pratiquement tout mon temps libre que j'ai, ou presque, là, je vais le mettre là-dessus. Là, c'est vraiment le fun, c'est vraiment excitant. C'est une super expérience depuis 2 ans. Puis pour donner un petit peu justement une idée du type de hockey que toi, tu es habitué à regarder, tu sais, quand tu dis que tu fais du recrutement pour les Carabins, ça va être surtout dans quelle ligue, à quel niveau que tu vas aller regarder? En fait, je vais surtout dans les cégeps, donc la Mhm. ligue RSEQ collégiale. Disons, il y a quelques équipes à Montréal, il y a au total 7 équipes dans la ligue. Mais sinon, de temps en temps, je vais être appelé à aller voir des prep schools, là. Il y a Bourget, il y a Stansted qui sont plus indépendants. Sinon, je vais parfois aller voir des équipes en Ontario qui sont aussi un plus style école secondaire, là, parce que c'est pas le même système scolaire ici. Fait que, Ouais. ouais, je dirais que ça ressemble à ça, les équipes que je vois, mais surtout collégiales. Ouais. Puis je me rappelle qu'on parlait que justement, tu me disais que tu t'allais voir t'étais allé voir la force l'année passée, puis que tu connaissais quand même, c'est que principalement, tu connaissais bien les joueuses de la force puis des Carabins. La force, c'est ça, tu y allais-tu dans ton temps libre aussi, ou c'était comme un peu, t'avais comme des missions à faire ou des tâches là-bas? C'était pas du tout des missions, c'est juste par le fait que je suis rentré dans le hockey féminin il y a 2 ans, ça m'a juste. J'ai réalisé, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, c'est juste que j'ai réalisé à quel point il y avait du talent là, puis il y avait quelque chose qui était pas. Qui était pas assez, justement, parlé, que le monde connaissait pas assez. Puis moi, je me Mhm. suis dit, coudonc, c'est vraiment le fun. Il y a du talent là, il y a quelque chose à développer là. Puis j'ai juste développé vraiment une passion pour ce nouveau sport-là qui est carrément. Moi, je trouve que c'est carrément un autre sport, là, comme on parlait tantôt. Là. Mhm. C'est un nouveau sport, puis je trouve ça juste vraiment le fun de m'impliquer à tous les niveaux. Fait que quand la Force est venue à Montréal l'année passée, il y a eu 2 matchs à Montréal en début d'année, ben, je suis juste allé les voir vraiment parce que j'avais juste développé l'intérêt pour ça. Ouais, puis au cours de l'année, j'ai suivi les matchs là, parce que là, ils ne jouaient pas à Montréal toute l'année. Il y avait 2 matchs à Montréal au début en octobre, puis après ça, c'était soit à l'extérieur carrément ou Ouais. ailleurs au Québec. Là. Alors, Mhm. je parlais dans les arénas pour tous les matchs de la Force, mais euh, j'ai suivi certainement toute leur saison juste par intérêt. Là. Ouais. Puis c'est ça, un peu comme on parlait au début. Maintenant, c'est ça. À Montréal, on a eu la Force, on a eu les Canadiens, il y a eu plusieurs ligues. Est-ce que tu pourrais un peu juste réexpliquer, comme tu nous expliquais un peu avant, pourquoi est-ce que cette fois-ci, ce plan-ci est autant solide? Pourquoi est-ce que le fait qu'il y ait juste 6 équipes, ça va rendre du autant haut niveau? Pourquoi ça rend ça autant excitant? Ouais, mais pourquoi je pense que ça va mieux marcher? Je pense que déjà à la base, aujourd'hui, on est probablement plus, en tant que société, plus prêt à supporter le sport féminin. Tu sais, si on regarde juste la WNBA aux États-Unis ou le soccer en Europe, qui est vraiment. Même aux États-Unis, ça commence à grossir, le soccer féminin. Tu sais, moi, j'étais allé voir un match de soccer en Angleterre il y a Mhm. quelques mois, il y avait 60 000 personnes. Tu sais, je pense que en tant que société, on est plus prêt à supporter le sport féminin. Puis pourquoi je pense que ce produit-là, la PWHL, ça va mieux fonctionner, ça va en fait, je pense que ça va fonctionner plus que du coup la PHF que malheureusement que ça n'a pas marché. Mais c'est parce que la PHF, qui était l'ancienne ligue, qui cohabitait, pas cohabitait, mais qui vivait en parallèle avec la PWHPA, qui est une association de joueuses, les deux ligues avaient comme chacun des caractéristiques qui faisaient qu'il y avait du bon, mais la PHF n'avait pas les meilleures joueuses au monde et la Mhm. PWHP avait pas. C'était pas une ligue, fait qu'il n'y avait pas d'équipe
attirait une ville. Il n'y avait pas de sentiment d'appartenance pour autant les joueuses que pour les partisans. On ne peut pas se sentir attaché à Team Harvey's ou à Team peu importe. Là, Sonny Assurance. Team Sonny Assurance. On ne peut pas vraiment se sentir dans l'équipe en tant que partisan ou même en tant que joueuse. Fait qu'il manquait ce côté-là. Puis la PHF, il n'y avait pas les meilleurs joueurs au monde. Fait que là, quand la PWHP, les investisseurs ont acheté la PHF, ou des parties de la PHF, ben là, ils ont recombiné ce qui manquait un petit peu. Donc la PHF avait la Ligue, puis la PWHP a pu ben pas complètement, parce que la Ligue a carrément disparu, la PHF, puis elle a pu un peu prendre le rythme que la PHF avait bâti pour partir de la Ligue, prendre des marchés, mais introduire les meilleurs joueurs au monde. Puis là, ça va faire un produit, selon moi, fini qui va vraiment fonctionner. Puis si, la deuxième question que tu me posais, pourquoi 6 équipes, ça va être une bonne chose, je pense, pour le hockey féminin, c'est que si tu regardais avant, il y avait peut-être il y avait 7 équipes dans la PHF, plus, disons, 4 5 dans l'équivalent de 4, 5, 6 dans la PWHPA. Ben maintenant, tu coupes le bassin de joueurs pratiquement de moitié. Donc, le niveau de jeu va être extrêmement élevé. Le talent ça va être vraiment du gros niveau. Donc, plus facilement, ça va se vendre. Puis le monde va vouloir aller voir les meilleures joueuses. Puis ça va vraiment, d'un bout à l'autre de l'alignement, du haut de l'alignement au bas de l'alignement, ça va être des bonnes joueuses. Donc, ça va être vendeur, ça va être compétitif, ça va être excitant. Fait que, voilà, c'est pour ça que je pense que ça va marcher, c'est possible. Puis tu parles justement, ça va être un bassin d'équipes qui va être beaucoup plus petit, donc il y aura beaucoup de joueurs qui en ce moment jouaient dans des équipes professionnelles, tu sais, entre guillemets, qui vont pas pouvoir avoir leur place. Puis j'ai regardé ça aussi qu'en Europe, il y a plusieurs ligues professionnelles pour femmes, tu sais, en Slovaquie, en Suisse et tout. Mais là, tout d'un coup, la PW, ouais, c'est en anglais, là, la Ligue professionnelle de hockey féminin, là, je sais pas s'ils vont l'appeler LHPF, PF, en tout cas, LPHF, mais ça pour dire que, tu sais, là, tout d'un coup, justement, ça va être la meilleure ligue, donc, il y aura des Suisses qui vont s'en venir, il y aura tu sais, il y aura justement, ça va être international, ça va être comme la Ligue nationale, où est-ce que tous les joueurs de partout dans le monde veulent se rendre dans la Ligue nationale et pas juste dans leur ligue de leur pays respectif, mais je suis intrigué parce que moi, quand je regardais justement, tu as parlé de soccer féminin, je regardais la FIFA, la Coupe du monde de soccer féminin, puis c'était vraiment la première année que je me suis vraiment attardé à regarder le match. Tu sais, oui, c'était à 3 heures du matin, 6 heures du matin, mais je trouvais toujours des reprises sur RDS pour voir les matchs et suivre. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, oui, tu n'avais pas les gros noms, les grosses stars, mais le style de jeu était vraiment différent et le plus marquant, ça a vraiment été l'aspect qu'il y avait beaucoup moins de fakeage. Les joueuses n'étaient pas toujours par terre, le jeu ne s'arrêtait pas, ça se fonçait dedans quasiment à une certaine limite, là. Tu sais, puis tu voyais les reprises et les joueurs, s'ils se faisaient quasiment foncer dedans, ils allaient continuer, puis tu sais, ça amenait carrément un sport complètement différent, c'est des tactiques différentes. Je veux savoir, toi, qui regarde, oui, quand même du hockey masculin, tu y as joué, tu sais, c'est quoi, mettons, la plus grande différence? Qu'est-ce que tu vois qui est marquant entre le hockey féminin et masculin? Ben, déjà, à la base, juste comme tu disais un peu, si tu pars avec l'idée de toujours de dire ouais, le hockey féminin c'est moins bon que le hockey masculin, si tu pars toujours avec cette idée-là, tu ne pourras jamais apprécier le sport que le hockey féminin. Mais justement, parce que c'est deux sports différents, comme tu disais, là, si tu aimes la puissance, les gros tirs, les tirs puissants, les grosses mises en échec, le stop and go. Parce que le hockey, c'est ça, c'est du hockey masculin. Il y a beaucoup de stop and go, des mises en échec, ça repart, ça part d'un bord, ça va de l'autre, c'est du stop and go. Moi, je dirais que le hockey féminin, il y a beaucoup de finesse, beaucoup de vitesse, d'exécution, c'est fluide, le jeu, ça se passe bien. Beaucoup de talent, autant de talent, je pense, au hockey masculin qu'au hockey féminin, autant d'intelligence au hockey, parce que autant les filles que les gars sont entraînés depuis un tout jeune âge, tous les deux par des entraîneurs de haut niveau. Ils ont des systèmes de jeu qu'ils respectent. C'est autant des passionnés, puis ils aiment autant ça, puis ils travaillent autant fort les deux. Fait qu'il y a autant de talent, puis d'intelligence hockey. C'est vraiment plus une question. Après ça, la différence physique, oui, effectivement, il y aura moins. Ce sera moins il y a moins de grosses mises en échec. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de contact dans le hockey féminin, c'est une autre affaire. Il y a quand même du contact, c'est un jeu physique, mais il n'y a pas les grosses mises en échec que dans le hockey masculin. Ça va pas les gros tirs puissants. Malgré que, encore une fois, il y a des filles qui ont quand même des très très bons tirs, là, mais en général, c'est sûr que
La différence est au côté physique, mais c'est deux sports où il y a des choses que autant des jeunes garçons, des jeunes filles, puis je pense que c'est l'objectif de la PWHL, que les jeunes garçons, des jeunes filles, puis des jeunes adultes, hommes, femmes, vont pouvoir apprécier du sport, de la ligue qui sont en train de créer. Là. Puis là, tu parles justement de rudesse et tout, mais ça me faisait rire parce que souvent sur Elite Prospect, quand je vais regarder des prospects ou des joueurs juste de base, je regarde la grandeur, tu sais, puis je vais être quand c'est en bas de 5 pieds 11, je vais être comme, OK, tu sais, j'espère qu'il est fort, j'espère qu'il est plus gros, tu sais, puis on va s'attendre à des 6 pieds 2, 6 pieds 4, 6 pieds 7, même max. Mais là, je regarde les grandeurs des joueurs, tu sais, puis c'est tout du 5 pieds 6, 5 pieds 7, 5 pieds 9, donc ça va être aussi intéressant de, tu sais, sûrement qu'à la télé ou même en vrai, quand ils sont tous un peu la même grandeur, ça paraît pas tant, mais il y a quand même l'aspect que tu te ramasses avec du monde avec quasiment 2-3 têtes de moins en moyenne, tu sais. En tout cas, c'était juste un aspect que je trouvais drôle de voir justement à Ben, quel point ils sont c'est beaucoup ça, plus puis petites. c'est un peu aussi comme on parlait tantôt que c'est intéressant que ça devienne plus gros à un moment où justement on voit le hockey masculin qui fait aussi un pivot un peu plus vers ce style de jeu-là de finesse, de jeu flashy. Tu sais, on voit Zegras c'est pas petit, mais tu sais, le style de jeu qu'il joue Jack est Hughes. léger, il dépend pas de son calibre, de son calibre, de son gabarit, je veux Ouais. dire. C'est vraiment avec le bâton, on voit des jeux plus intelligents. Puis je pense qu'avec cette ligue-là, on va vraiment être nourri à ce niveau-là, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Parce que justement, les plus beaux souvenirs, en tout cas les plus beaux matchs, moi, que je me souviens de hockey féminin, c'est toujours les Olympiques, les compétitions internationales où on voit tous les plus gros noms qui s'y retrouvent. Puis là, en ce moment, on a la chance de voir ce calibre-là, mais mélangé, tu sais. C'est ça qui est le fun dans la LNH aussi, c'est que tu as les plus gros noms, mais genre, tu sais, tu as une équipe avec des Suédois qui jouent avec des Canadiens, tu sais. Puis là, on va voir ça au niveau féminin. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir la saison qui arrive. Ah, Tu ça, veux-tu, je sais que tu as une liste, mais je veux juste commencer parce qu'il y a des rumeurs que, bon, on sait pas encore c'est qui exactement officiellement les trois joueuses que l'équipe de Montréal va avoir signé. Ce qu'on a vu, par exemple, c'était que c'était Anne-Renée Desbiens, la gardienne de but, Marie-Philippe Poulain et sa femme, Stacy, là, j'ai oublié son prénom. là, c'est. Euh, Laura Stacy, exactement. Ouais. Je sais pas, tu sais, peux-tu nous en parler un peu vite vite de ces trois-là? Je pense que tu les connais quand même La base assez que ça bien, fait là, pour ouais, la l'équipe, ouais. base juste de qu'est-ce que tu penses de ces trois signatures-là? Ben, je pense que quand tu bâtis une équipe ben, dans une nouvelle ligue, puis encore une fois, on parle de construire un sport, carrément une ligue, ben, je pense que c'est important aussi pour bâtir une équipe d'avoir des talents locaux. Puis je pense qu'à Marie-Philippe Poulin, André Desbiens, non seulement on va chercher des talents locaux qui vont pouvoir amener des partisans, qui vont amener les médias, mais en plus, tu amènes probablement deux des meilleures joueuses à leur position. Marie-Philippe Poulin, c'est un talent générationnel. C'est 4 médailles olympiques, 3 médailles d'or. Puis je pense que sur les 3 médailles d'or, je pense que c'est elle qui a marqué les 3 buts gagnants sur les 3 finales. L'année passée, meilleur marqueur dans la saison régulière dans la PWHPA. Vraiment, c'est juste une joueuse qui est complète, qui va marquer des buts, qui va créer des jeux, qui va s'impliquer physiquement, qui va défendre. Elle va tout faire. Si ça se confirme, là, on va espérer, mais si ça se confirme, La MVP. ça va être, c'est ça, c'est Marie-Philippe, la MVP, là, ça va être ça. Puis probablement, si ça se confirme, la capitaine de l'équipe aussi, capitaine de l'équipe nationale, Mhm. logiquement, Ouais, ça va être un gros mondial. morceau de cette équipe-là. Adrien Desbiens, niveau des gardiennes aussi, dans le haut de mondial. Là. Je veux dire, c'est une gardienne d'un bon gabarit, très calme, en confiance. L'année passée, dans la PWHP, deuxième au niveau du taux d'efficacité, deuxième au niveau des buts alloués dans les gardiennes qui ont joué une bonne portion de match. Là. Donc, Adrien Desbiens aussi, encore une fois, une joueuse locale qui va être bon pour bâtir un marché, puis ça va juste être une bonne fondation aussi pour l'équipe. C'est quand même important d'avoir une bonne gardienne. Là, fait que, Ouais. puis Laura Stacy, évidemment, tu l'as dit, je pense, je sais pas si son mari encore, je pense que c'est la fiancée de Marie. Ouais. Mais évidemment, il y a ce lien-là logique, mais ça reste une très bonne joueuse de hockey, une attaquante de puissance qui est quand même très bien produit autant aux Jeux Olympiques qu'avec la PWHP l'année passée. À peu près 1 point par match. Puis, c'est ça, elle travaille extrêmement fort. Ta voix sur la glace, elle n'arrête pas. Beaucoup d'énergie. Puis, je pense que c'est une joueuse aussi très respectée qui amène un bon leadership, de l'expérience. Fait pour amorcer la construction de cette équipe-là, je pense que c'est 3 bonnes signatures. Ouais.
Ouais, puis c'est ça comme déjà ça fait une très très bonne base sur laquelle bâtir une équipe, surtout à Montréal, comme tu parlais, puis tu disais que un gardien de but, c'est une bonne base pour bâtir une équipe. Ben, à Montréal, On le on sait, l'a ouais. vu. Mais maintenant, c'est ça, tu nous avais préparé un petit peu, tu sais, une liste avec quelques joueurs qu'on pourrait peut-être voir dans un chandail de Montréal. Tu sais, est-ce que tu veux nous en présenter deux ou trois, quelques-unes qu'on pourrait peut-être s'attendre à voir jouer devant nous si vous habitez au Québec là, bientôt? Oui, ben, très rapidement, là, je vais aller avec les joueurs. Commencer par l'équipe nationale. Là. Il y a deux, puis là, on a des attaquantes, on a une gardienne. Moi, il y a deux défenseurs de l'équipe nationale que j'aime beaucoup, qui ont quand même aussi un. Ils commencent en fait sur l'équipe nationale. Les deux ont à peu près 24-25 ans. Là. Fait que Claire Thompson et Jenny Bourbonnais, deux joueuses qui sont, je dirais, dans le même style. Là, un très bon coup de patin, très mobile, intelligente, super offensif. Déplace très bien la rondelle. Vraiment, ça va être, je pense, deux joueuses qui pourraient. Deux défenseurs très modernes, là, dans le style qu'on aime. On regarde les Cowboys dans le côté des gars. Ben, Ouais. c'est des joueuses des défenseurs très modernes qui appuient l'attaque, qui patinent. Je pense que ça peut être très bon pour avoir une bonne. On parle d'Alain bien. Là, on aurait deux défenseurs, la Pima et Flip Plank. Je pense que ce serait une bonne façon d'avoir des bonnes bases là, dans Mais le cette fait qu'ils équipe-là. sont pareils, qu'est-ce Ben, que tu... pareil, ben, pas nécessairement pareil. Moi, je pense que je dirais que Claire Thompson a peut-être plus de flair offensif, Jamie Bourbonnais plus je dirais une bonne défenseur complète OK. plus que Claire Thompson. Claire Thompson a quand même été, je pense qu'elle a fait 13 points en 7 matchs aux derniers Jeux olympiques. Ouais. Là. C'est vraiment un talent spécial offensif. Là. Puis Jamie Bourbonnais, elle commence. Je pense qu'elle a le potentiel aussi d'avoir plus d'attaque, mais c'est quand même pas deux joueuses identiques, c'est juste deux joueuses dans le style, dans un style similaire, dans le sens que le coup de patin, la vision, la relance, tous les deux très bons là-dedans. Très bons là-dedans. Fait que pour ça, le similaire, là, mais ils sont pas identiques. Puis Puis ensuite, ça amène quand même aussi, tu sais, le style de joueur que tu décris, une défenseuse très offensive, ça amène aussi quelque chose qu'on a vu qui était très important, puis on voit beaucoup en ce moment dans le hockey, justement, ça amène quelqu'un qui peut faire peut-être du quarterback quand c'est sur les unités spéciales, là, quand ils sont en avantage numérique. Tu sais, de plus en plus, on voit que les équipes ont besoin d'une personne plus spécialisée là-dedans, que tu peux mettre sur ton mhm, powerplay, puis qui va aider ton powerplay à produire, justement. Donc, ça pourrait amener cet aspect-là aussi à l'équipe de Montréal. mhm. Ouais, puis si je peux continuer, ben, Oui. il y aurait encore. Ben, là, je compléterais le premier trio là, avec une autre chose de l'équipe nationale, Jill Saunier, qui a passé l'été ici, elle a joué dans la Living City Hockey League. Puis Ah, je l'ai vu là, une fois ici, là, mais c'est une joueuse vraiment très dynamique, très rapide, très explosive, beaucoup de talent, beaucoup de finesse, justement, par les finesse tantôt. Elle joue vraiment vite, puis ses mains bougent vite aussi. Là, quand je parle de. Fait qu'elle, elle serait très excitante là, à voir aller, je pense, pour les partisans à Montréal. Là. Ça pourrait être un beau complément à Marc-Philippe Poulin, le Ross Stacy, qui avait aussi l'expérience, encore une fois, de l'équipe nationale puis des médailles olympiques des championnats du monde. Alors, ça pourrait être c'est vraiment intéressant. Puis ensuite, si je peux continuer encore un peu, j'aurais une coupe de dons. Là, j'irais plus vers la jeunesse, puis encore une fois, par le talent Ouais. local. Elisabeth Giguère, Jacques Darny-Landry et Gabriel David. Gabriel David et Elisabeth Giguère ils sortent du circuit universitaire américain. Ils ont joué en NCAA, ils ont fait leur parcours dans la NCAA. Puis pour Elisabeth Giguère, elle a signé, elle a fait une première année à Boston, une année à Montréal aussi. En fait, non, elle n'a pas joué à Montréal, mais elle avait signé à Montréal avec la Force. Et donc là, ben, elle a même joué des matchs avec l'équipe nationale, ses deux premiers matchs avec l'équipe nationale dans des matchs contre les États-Unis. Puis pourrait s'amener là, ben, ce serait une belle acquisition, je pense, pour pour l'équipe de Montréal. Une jeune joueuse qui a le potentiel, encore une fois, d'être sur l'équipe nationale canadienne pendant un petit bout. Même chose pour Gabrielle David, qui, elle, sort de l'université. Elle n'a pas encore joué professionnel. Elle avait signé à Boston dans la PHF, mais elle aussi, très, très talentueuse, très dynamique, très explosive. Elle a aussi joué dans la Living City Hockey League, puis c'est là que je l'ai vue, en fait, pour la première fois. Je pense qu'elle peut avoir un gros potentiel aussi de l'équipe nationale. Et Jade Darny-Landry,
elle sort d'une saison avec la Force qui a vraiment été très bien réussie. Puis avant ça, elle jouait à McGill. Donc, elle a eu une très bonne première saison avec la Force, presque 1 point par match, une bonne marqueur de but. Donc, je la verrais bien comme être une cible, encore une fois, parce que c'est un talent local. Je la verrais bien être une cible pour l'équipe de Montréal, là. Ben, je regarde ça, là, puis tu sais, c'est sûr que ça serait chouette d'avoir toutes ces joueuses-là parce que le Canada, on est chanceux de produire beaucoup Ouais, de talent. de talent au hockey féminin. Mais tu sais, veux pas, on a peut-être perdu la loterie sans peut-être tout à perdre parce que Les 6 pics, ouais. tu sais, c'est un peu comme les picks fantasy à NHL. On va être la dernière équipe à repêcher, mais aussi la première équipe de la deuxième ronde. Mhm. Donc, mettons, on va avoir le pick 6, 7, 18 et 19. Donc, nos 4 premiers picks, on les a quand même tu sais, dans les 20 premiers, ce qui est un avantage. Mais là, je me demande, tu parles de Thompson, de Bourbonnais, c'est quoi, t'as dit, Gill ou Jill. Tu sais, je me demande, moi, Thompson puis Bourbonnais, j'en avais déjà entendu parler, puis je sais c'est quoi leur nom. Puis juste en regardant les stats, justement, une défenseur qui fait 13 points en 7 matchs et qui a 24 ans, on doit pas être la seule équipe qui la regarde. Tu sais, est-ce que tu penses que réalistiquement, tu sais, si on y allait vraiment avec Stacy, Poulain et des biens, que là, on a besoin peut-être de 2 défenseurs rapidement dans le draft, penses-tu qu'au moins une est disponible? Tu sais, est-ce que tu penses que c'est réaliste de penser qu'à 6 et 7 on pourrait avoir au moins une des deux, puis peut-être qu'à 18-19 avoir Jill ou Giguère ou David? Ouais, ben pour au 6e rang, si on lit un peu sur Twitter, des sources de journalistes là, qui sortent ça, là, on voit Taylor Hayes et Alina Mueller qui ressortent beaucoup pour sortir au rang 1 et 2, qui sont 2 joueuses qui ne sont pas dans les équipes nationales. Dans le sens pas. Taylor Hayes est rentré dans l'équipe américaine, là, puis Mueller est dans l'équipe suisse, mais ce que je parle, l'équipe canadienne. Ça veut dire qu'il resterait trois rangs avant le choix de Montréal. Puis je me dis, les chances sont que. Il y en a au moins une des deux qui soit disponible, mais en même temps, c'est difficile à dire parce que ça va dépendre des besoins. Mais je pense qu'il y a un monde dans lequel les deux sont disponibles au 6e et au 7e rang. Ça va être avoir les besoins des équipes, leurs préférences. Mais je pense que il y a un monde où les deux sont disponibles, certainement. Là. Je pense que c'est réaliste. Jill Saulnier au 18, c'est peut-être moins réaliste. Mais encore une fois, ça va dépendre. Est-ce que les équipes vont aller pour plus de la jeunesse, du talent qui sort des États-Unis, du circuit universitaire? Ça va être à voir. Mais comment moi j'avais pensé à ça, c'est que si on regarde les équipes américaines, canadiennes, nationales, qui sont les deux grosses équipes, il y a environ 40 joueuses. Puis rendu au 18e, au 18e rang, il y aurait encore peut-être des joueurs d'équipe nationale qui vont être disponibles. Mhm. Alors, c'est comme ça que je l'ai vu un petit peu. Alors, c'est à voir. C'est ça. Puis ce qui pourrait, tu sais, pour ceux qui n'ont pas vraiment encore fait de grande recherche là-dessus, ce qui pourrait rendre, comme on parlait un petit peu tantôt, le draft de la Ligue intéressant, c'est que si je comprends bien, on avait beaucoup de points d'interrogation, c'est-à-dire des joueuses qu'on ne savait pas trop c'était quoi leur plan pour le futur, c'est-à-dire une joueur de la NCAA, est-ce que l'année prochaine, elle veut venir directement dans la Ligue, commencer à jouer professionnel, ou bien est-ce qu'elle veut retourner jouer en NCAA encore 1 ou 2 ans. Et puis, on a aussi des joueuses qui avaient des contrats en Europe. Et puis, ce que tu nous expliquais au début, c'est que les joueuses ont eu en fait un formulaire à remplir dans lequel ils pouvaient dire s'ils étaient intéressés ou non intéressés à venir dans la ligue. Donc, on pourrait avoir des surprises dans le sens que une joueur de haut niveau qu'on s'attend à sortir haut qui aurait dit qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle préfère retourner jouer en Europe ou bien qui n'est pas intéressé pour le moment à venir jouer professionnel, donc qui voudrait rester en NCAA plus longtemps que 2 ans, pourrait ne pas sortir au draft parce qu'elle a dit qu'elle ne s'est pas intéressée. Ben, pas sur la liste. C'est ça. En fait, ça, c'est que les joueuses devaient se rendre éligibles en remplissant le formulaire. Mhm. Il y avait jusqu'au 3 septembre, si je me rappelle bien. C'est que 3 septembre, ils remplissaient un formulaire pour se rendre éligible au repêchage. Donc. Mais j'ai pas vu que ces joueuses-là sont sorties, ces noms-là sont sortis. Je pense pas qu'ils vont rendre ça public, puis je penserais pas qu'ils vont le rendre public non plus. Là. Fait que ça va être les équipes qui vont avoir ces noms-là, évidemment. Mais nous autres, je pense qu'on va avoir le résultat le 18 septembre. Là.
C'est ça, on va avoir du suspense, c'est ça qui rend Ouais, ça un petit peu le fun, là, comme ouais, mais n'importe quel draft. il y a cet aspect-là que justement, tu sais, la semaine passée, je pense que c'est le 3 ou c'est le 1, je me rappelle plus, je pense que c'est le 3 à 1 heure qu'ils ont ouvert les agents libres. Euh, Puis que là, ben, on attend un 9 jours. Là, on a la fin des agents libres dans 5 jours et ensuite on aura le repêchage le 18. Donc c'est comme, tu sais, avec le marketing, les communications de cette ligue-là et tout, il y a vraiment quelque chose je trouve que, je sais pas, il y a de l'effervescence dans l'air. C'est différent que les Canadiennes et autres. Puis tu sais, juste regarder, mettons, Ottawa qui, eux, ils ont signé déjà leurs 3 joueuses, que c'est Brian Jenner, Emily Clark et Mash Meyer, qui je pense, elle est la deuxième goaler, mais c'est deux attaquants, une goaler. Donc, est-ce que ça va vraiment être comme ça que les Ouais. équipes le choisissent? Après, c'est à voir. Il n'y a pas de Euh, précédent aussi, c'est ça qui rend ça vraiment intéressant, c'est qu'admettons quelqu'un comme Fillier Fillier, je sais pas trop, mais qui aurait pu potentiellement sortir sur numéro 1 sur la liste de certaines personnes. Elle a dit elle a pas dit qu'elle voulait pas jouer, mais elle a dit qu'elle voulait retourner en NCAA. Est-ce que une équipe va la prendre plus bas à cause de ça? Tu sais, en LNH, quand on a des situations comme ça, on peut regarder aux 20 drafts précédents, regarder quand il y a eu ce cas-là, qu'est-ce ouais, qui s'est ouais, ouais. passé. Maintenant, on ne sait pas, tu sais, combien Ouais. est-ce que ça va faire drop. Est-ce que ça va faire drop tout court? On ne sait pas. Puis Ben, en j'imagine qu'il fait, y a des joueuses qui sont un peu sceptiques, qui justement veulent rester dans NCAA pour se Ouais, ça fait. développer. Ben oui, Tu sais, ouais. c'est à voir. Est-ce que l'année prochaine, il y aura un draft? Sûrement. Tu sais, j'imagine qu'il y aura un repêchage U18 ou whatever. Tu sais. C'est quoi qui va se passer? Moi, j'ai hâte de voir. oui, j'ai hâte de voir. Moi, selon ma compréhension, le repêchage, il va être là annuellement pour faire. Je pense pas que ça va être à chaque année 15 rondes, là, parce que il n'y Ouais. aura pas besoin de 15 rondes de repêchage. Mais selon ma compréhension aussi, c'est vraiment une joueuse qui ne se déclare pas pour le repêchage ne va pas être repêchée tout simplement. Ils peuvent pas la prendre. Fait que c'est ça. Je pense que selon ma compréhension, ce sera ça. Fait que si Sarah Affiliée n'a pas rempli le formulaire, je pense qu'elle ne sera tout simplement pas repêchée. Mais ça, c'est ma compréhension. Euh, Mais encore une fois, on va le voir. C'est la première année, c'est le premier repêchage. On va voir là, comment ça va se passer avec la pratique. Là. On va le voir. Là. C'est ça. Puis c'est aussi important juste de noter pour ceux qui justement connaissent pas nécessairement les prospects qui arrivent, ben, dont nous, là, mais en tout cas un détail important à noter là-dedans, c'est que quand on parle de prospects éligibles au draft de la LNH, on parle de joueurs de 17 ans. 17 qui vont avoir 18 cette année-là qui sont éligibles. Quand on parle du draft de cette année, de la PWHL, c'est des joueurs qui sont plus âgés. Donc 23, 24 ans et donc qui ont eu, c'est ça le temps, pour certaines, ben pour beaucoup, justement une quarantaine, je pense que tu disais, qui ont eu l'occasion de jouer pas mal avec l'équipe nationale. Et puis sinon, qui ont eu beaucoup de temps pour jouer en NCAA. Tu sais, les plus gros noms qu'on parle, c'est des joueuses qui sont rendus capitaines de leur équipe en NCAA et qui ont mis la numéro 1, C'est c'est le Ai, is. ouais. On parle de 68 points, je pense, cette saison en une trentaine de matchs. C'est une joueuse qui est rendue établie en NCAA. C'est pas quelqu'un qui passe de la USHL, puis on sait pas si elle va performer en NCAA. Non, c'est quelqu'un qui a déjà prouvé qu'elle était d'un calibre élite dans une ligue universitaire. Mhm. Ouais, puis quand c'est du haut niveau, le hockey universitaire, autant américain que canadien, là, Mhm. le niveau est très haut. Puis je pense on entend moins parler en ce moment des joueuses qui vont sortir du milieu canadien universitaire, mais je pense que dans les prochaines années, peut-être qu'on. Moi, ben en fait, pas peut-être, mais je pense on va en voir là, qui vont sortir puis qui vont aller jouer dans cette ligue, la PWHL. Là. Je pense que ça va arriver. Est-ce que en ce moment, quand tu regardes un petit peu justement Euh, la Ligue, tu sais, les Carabins, puis les équipes contre lesquelles ils jouent, il y en a quelques-unes que tu penses qu'on va voir sortir au draft qui arrive. Je je vais pas nommer. Je pense pour cette question-là, je Ouais, ne vais ouais. pas nommer de nom. Je pense que je suis mieux de pas De pas répondre. te Non, mouiller. non. Mais oui, Ben, on va voir. on verra, OK. Puis, ben, regarde, juste finir, parce que tantôt quand tu parlais de Bourbonnais puis de Thompson et tout, on dirait que j'ai un peu le feeling de justement, là, tu sais, on aura du hockey de qualité. Mhm. Puis justement, ça va être la première fois que là, ça va vraiment tu sais, ça va être vrai, là, les équipes vont être pleines de talent. Il y aura de plus en plus tu sais, de exposure, là, je dis un anglicisme, là, mais tu sais, de rayonnement sur le hockey féminin. Il y aura beaucoup plus Mhm. j'imagine, d'argent qui va être
mis dans le programme. Les petites filles qui, en ce moment, commencent à jouer au hockey vont avoir des Ah, ça aspirations. c'est un peu Euh, aussi un. moi, je veux dire, on l'a vu l'année passée, elle est vraiment devenue très populaire, mais Ouais, Nella Lapusonova, je peux pas prononcer ça correctement, malheureusement, mais la la Slovaque. Slovaque qui a 15 ans, qui joue dans une ligue U19 AAA aux États-Unis, puis que genre sur son premier chiffre est arrivé puis elle a marqué un top corner. Tu sais, c'est juste, il y aura des générationnels comme Marie-Philippe Poulain, mais qui vont avoir la chance qu'eux, dès 18 ans, si elles veulent, commencer dans le hockey professionnel. Puis on va en voir des Européennes qui vont avoir été des vols peut-être, qui vont même être juste invitées au camp et qui vont finir par faire l'équipe. Donc c'est ça que j'ai hâte de voir. Tranquillement, on va vraiment connaître les joueuses. Tu sais, ça va devenir des brands comme au hockey en ce moment. Ça va devenir des stars. On a J'ai juste. hâte d'aller les voir. Moi, tu sais, Ouais. je vais trouver des moments pour aller les voir. Si c'est à Verdun, moi, y aller à Verdun. Tu sais, je sais pas ça va être où. On Ça s'en serait parlait bien. un peu en privé. Ça serait bien en métro, Verdun. Ouais, 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 ça se ouais, fait moi bien. je Oh. sais. Ben, comme la Place Belle, ça se fait bien. Donc, Ah ouais. si Jeff y écoute ou whatever, là, la Place Belle aussi, ça pourrait être très bien d'aller voir les Ouais, matchs là-bas. oui. Si Ah ouais, c'est ça rendu serait. disponible, là, ouais. Mais oui, ça va être du hockey de haut niveau. Puis on est chanceux, c'est ça, que dans les Ouais. 6 villes, il y en a une à Montréal, puis la troisième fois. Puis pour ceux qui s'en souviennent quand même, parce que je sais que ça fait quand même un petit bout que ça n'existait plus, mais tu sais, même dans le temps des Canadiennes, ce type de hockey-là, à encore un plus haut niveau, c'est vraiment excitant parce que juste dans ce temps-là, oui, il n'y a pas eu autant d'engouement que ce qu'on aurait espéré, mais ça restait du très très bon hockey. Puis je m'arrivais le point aussi dans ce Totalement. temps-là, jouait du excellent hockey. Ça va être cool de voir ça, mais encore une autre coche en haut, là. Ouais, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir ça. C'est sûr Ouais. qu'on Ouais, j'imagine. on va se voir dans les arénas. Non, c'est On va ça. s'en reparler aussi. Puis ben, regarde, merci beaucoup Théo. Bonne chance cette Salut. saison avec les Carabins. C'est sûr que c'est une énorme opportunité le hockey féminin, donc je Ouais, te comprends vraiment d'embarquer dans ce train-là, en parenthèse, là. Euh, Moi aussi, je pense que de plus en plus, on va s'y intéresser et ben c'est essayer de faire le sûr. plus de contenu C'est sûr. là-dessus. Fait que ben, on est vraiment chanceux de t'avoir eu. J'espère que c'était pas le dernier épisode avec toi. Sur ce, ben, à bientôt. À bientôt, Bonne merci. soirée. Bonne soirée, Merci. Théo, Bye. merci. Bye Bye. Théo. Bye. Bye. Ah, c'est ça ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que